Yacine Bounou, une légende au Maroc, un palmarès de dingue, des coupes européennes, demi-finale de la Ligue des Champions. Bref, on va pas faire tout le palmarès parce que j'ai un temps limité avec lui et on va pas gaspiller ça en énumérant les lignes que tout le monde connaît. Mais voilà, je le reçois dans Call Interview. Il est beau, il est tout frais, il m'a donné du temps. Alors on va savourer et on commence dès maintenant. Yacine, comment tu vas, mon ami? Salut mon frère, ça va, ça va. Ben, merci pour l'invitation et puis voilà, gros bisous à tous les gens qui suivent l'émission. C'est gentil, c'est gentil. Merci surtout toi d'avoir accepté parce que je t'avoue que ça fait un moment qu'on essaie de caler cette interview. Mais monsieur a une activité incroyable. Monsieur fait des transferts inattendus. Il y a des rumeurs folles. On va revenir sur tout ça juste avant ton transfert justement en Arabie Saoudite. Mais il y a eu l'installation derrière, il y a eu la CAN. Donc ça a été difficile de caler un moment ensemble. Mais ça y est, je te tiens. Donc je te lâche pas pendant cette interview. On va revenir sur le plus évident. On va respecter l'ordre chronologique. Tu as eu ton transfert à Al Hilal cet été. Comment ça se passe? Parce que nous, tu sais, en Europe, on entend plein de choses. Comment ça va pour toi? Ouais, bah écoutez, comme tu as vu, les mercatos, surtout pour les gardiens, c'est pas toujours évident. Et donc voilà, j'étais dans une situation où Séville, ben voilà, c'était la maison, mais bon, c'était pas évident parce que le club était dans une situation un peu compliquée. Donc c'est sûr que voilà, ils auraient été contents que je reste, mais voilà, que s'il y avait une bonne offre, ben c'était aussi l'objectif du club à ce moment-là, et puis pour moi aussi, parce que j'avais besoin de nouveaux défis, etc. Et puis voilà, donc au début, ben, c'était parler avec les clubs et tout, et puis voilà, donc je devais attendre, le mercato il passait, et je devais attendre. Et donc il y a Al Hilal qui arrive, et puis voilà, ils me font une offre, ils me laissent quelques jours pour réfléchir, et en même temps, les autres clubs qui étaient intéressés, ça tardait toujours, ils savaient pas quoi faire, etc. Et donc, voilà, je pouvais pas. J'étais dans une situation où voilà, j'avais besoin déjà de commencer la saison. Et puis d'être dans un endroit qui est bien, et donc voilà, ces gens-là m'ont bien accueilli, voilà, je suis très content d'être ici avec eux. C'est top. Effectivement, il y a eu des rumeurs. On va revenir sur une rumeur folle, mais je la garde pour une autre partie de la discussion parce que j'ai un thème à aborder et ça va rentrer dans ce thème-là. Mais au-delà de la rumeur folle Real Madrid qu'on va développer plus tard, si tu veux bien, il y a eu d'autres clubs qui t'ont intéressé, d'autres clubs qui t'ont tenté ou pas avant de finalement prendre ton envol vers l'Arabie Saoudite? Bah écoutez, au début, le premier club qui était vraiment, et qui en a parlé dès le début, c'est-à-dire juste après la finale de l'Europa League, Ouais. C'était le Bayern. C'était le Bayern, donc ils étaient vraiment, ils étaient chauds, donc voilà, on a été avec eux pendant tout le mercato, tout l'été, en train de discuter et tout. Mais voilà, ça a tardé parce qu'il y avait la blessure de Neuer, ils savaient pas exactement quand est-ce qu'il allait revenir, et donc ils avaient besoin d'un gardien qui était prêt à remplacer Neuer, et que voilà, quand Neuer il reviendrait, qui pourra être compétitif en même temps avec Neuer. Mais bon, finalement, ça a tardé. Même le jour où je partais à Al Hilal, où tout était décidé, j'avais toujours l'entraîneur des gardiens qui me disait non, s'il te plaît, attends 2 jours, 3 jours, ça va se faire. Mais voilà, donc finalement, quand je vois les choses après, il n'y a rien qui s'est fait. Donc j'ai bien fait de venir à Al Hilal. T'as bien fait. Puis de toute façon, il faut prendre des décisions au bout d'un moment. Tu peux pas rester sur le carreau. Comme tu dis, le mercato des gardiens, c'est très particulier. C'est quand même très particulier. Il n'y a pas beaucoup de place. Quand il y a du mouvement, c'est conditionné par les blessures, par les départs d'autres. C'est pas facile. Pas facile parce que, tu sais, dans les clubs, tu as des catégories. Tu as les top clubs. Quand on parle de Real Madrid, Bayern de Munich, City, les clubs. Et puis après, tu as une autre catégorie de clubs. Et donc, pour être dans cette catégorie, tous les grands clubs, ils ont un gardien en général. Ouais. Donc pas facile c'est quand t'es pas libre, quand t'as 32 ans, c'est pas facile d'y accéder. Donc voilà, moi j'ai
j'ai un chemin je veux dire que je viens du Maroc, j'ai fait beaucoup de chemins pour arriver dans le très très haut niveau. Donc ça m'a pris du temps. Donc du coup, voilà, c'est pas comme quelqu'un qui est formé dans un centre de formation en Europe, voilà, en France où c'est plus rapide, quoi. Ouais. Moi, ça m'a pris du temps d'atteindre cette maturité, voilà, à ce niveau-là. Donc c'est pas facile d'intégrer des gros clubs, surtout la situation en Europe. On sait que voilà, il y a quand même une crise, donc c'est pas facile de mettre de l'argent pour n'importe quel joueur. C'est clair. C'est clair. Justement, tu l'abordes. Je vais en profiter de t'avoir parce que j'ai plein de questions sur ce moment-là de ta vie. C'est la vie avant d'être dans la lumière où tout le monde te connaît comme étant un gardien phare du foot européen. C'est la vie avant Séville, la vie avant les finales de Coupe d'Europe. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que c'est des galères? Est-ce qu'au contraire, tu en gardes des très bons souvenirs? Comment ça se passe pour toi? C'était des moments où, quand tu y penses maintenant, tu te dis, je peux pas revenir, je peux pas le vivre maintenant. Mm-hmm. Voilà, à cette époque-là, on a cette énergie, t'as cette envie d'y arriver, tu fais des choses incroyables. Moi, je me rappelle, quand j'étais au Maroc, je m'entraînais 3 fois par jour. J'étais un fou, tu vois. Je faisais des trucs de dingue. Parce que j'avais envie vraiment d'atteindre le très très haut niveau. Ouais. C'est sûr qu'au début, tu me diras, moi j'avais jamais pensé atteindre vraiment le top niveau. Mm-hmm. Voilà, moi quand je suis venu en Europe, mon objectif, mon rêve, c'était voilà de jouer en Ligue 1, en Ligue 2, d'être pro, quoi, comme tous les jeunes. Ouais. Et puis, petit à petit, je me suis découvert. Je me disais, quand même, c'est pas aussi waouh qu'on croit, quoi. Tu vois, parce que, tu sais, avec la télé, les médias et tout, t'as l'impression que, non, voilà, petit à petit, j'ai eu la chance d'intégrer Girona à ce moment-là, où on monte en Liga. Et donc, petit à petit, voilà, je joue les matchs Real Madrid, Barcelone, et tu te dis, quand même, c'est pas, je suis capable. Tu vois, donc, voilà. Et puis, voilà, quand je vais à Séville, tu passes un cap. Mais tu me dis, au départ, tu pensais pas atteindre un tel niveau. Pourtant, franchement, non. Pourtant, les qualités, elles sont là. Certes, tu as bossé, tu en as développé plein, mais qu'est-ce qui fait que la bascule, elle se fait si tard? Pourquoi est-ce que ça met tant de temps pour toi? Même si, comme tu dis, il n'y a pas eu de centre de formation. C'est vrai, c'est déjà une explication, mais pourquoi ça met tant de temps? C'est parce que c'est dans la tête. Tu sais, quand t'es un gamin de Casa, moi, mon premier match, c'est en Ligue des champions africaine. Ouais. Donc, mes premiers matchs en pro, c'est en Afrique. Donc, dans la tête, tu te dis, c'est loin. Quand tu vois la Champions League, tu te dis, ça n'a rien à voir avec ce que je peux vivre. Mais voilà, c'est, comme je t'ai dit, quand t'es un joueur au Maroc, où il n'y a pas vraiment des joueurs, c'est rare les joueurs qui sont formés au Maroc, dans des clubs qui partent en Europe, qui font t'as Naïvet, c'est peu. T'as pas beaucoup t'as Zaki Badou, c'était un gardien avant aussi qui a joué en Liga. Mm-hmm. Mais voilà, c'est quelque chose que c'est du jamais vu. Donc, dans ta tête, tu l'assimiles pas. C'est comme quand on va en demi-finale de la Coupe du Monde. Dans ta tête, c'est chaud, quoi. Tu te dis, c'est pas, donc voilà, il y a un peu ce complexe. Je dirais, c'est un complexe d'infériorité. Moi, quand j'arrive à l'Atlético, voilà, je regardais les stars qu'il y avait. Voilà, il y avait Cholo Simeone à cette époque-là, les David Villa, etc. Et tu te dis, t'as ce complexe d'infériorité. Même si t'as les qualités, tu te dis, ouais, je suis loin, tu vois, alors que c'est que dans la tête. Quand vraiment, t'as des joueurs sud-américains qui viennent, ils ont déjà cette mentalité que, ouais, je viens pour triompher. Alors que nous, c'est pas facile d'y croire vraiment. Parce que tu l'as dit, tu as mentionné ton passage à l'Atlético. La différence qui te choque le plus dans ton quotidien que tu pouvais avoir dans un club marocain, à ton quotidien, quand tu commences à vraiment fréquenter la Liga et être
top niveau en Liga, parce que il y a Gérone, tu l'as vu, tu l'as dit, il y a aussi l'Atlético. C'est quoi la grosse différence que tu connais entre les deux? La différence qui te choque dans le quotidien? La différence, c'est que nous, on est capable de faire, par exemple, d'atteindre un bon niveau, mais pas chaque jour, quoi. Tu vois, donc, tu as le joueur marocain dans mon cas à l'époque, quand tu sors du championnat, ça veut dire que tu pouvais atteindre un niveau top, mais c'était pas régulier en fait. Ouais. Tu pouvais jouer un bon match sur 6 matchs, tu jouais un bon match. Alors que la différence, c'est que ces gens-là, ils sont capables de le faire chaque jour. Ils sont capables de s'entraîner avec un haut niveau, de compétir, ça veut dire de jouer les matchs avec un super haut niveau. Donc, ils sont capables de le faire à chaque fois. Et après, tu as d'autres, c'est vraiment l'excellence, c'est les grands champions, c'est qu'ils sont capables de le faire pendant des années. Donc, la différence, elle est là. Après, sûr que c'est culturel aussi, tu vois. Au Maroc, la culture, elle est là. Voilà. Je fais quelque chose de bien et je me repose. alors que la culture, voilà, américaine, européenne, elle est dans le rendement. Les gens, ils sont éduqués comme ça. Tu vois, ils sont éduqués déjà. Tu arrives à 18 ans, tu quittes la maison de tes parents, c'est bon, c'est fini. Ouais. Alors que nous, t'as toujours la famille, l'entourage, donc c'est pas facile. C'est pour ça que nous, dans le foot, on a des qualités, on a le talent, mais dans la tête, c'est pas facile de vraiment de faire la course avec les gens qui ont une culture du travail de chaque jour. C'est pas simple. Toi, tu arrives à basculer quand? Il y a un moment dans ta carrière où tu te dis, quand tu regardes par-dessus ton épaule et que tu regardes ton histoire, où tu te dis, ça y est, là, j'ai eu un déclic, où justement, cette mentalité, j'ai réussi à la choper. C'est sûr qu'au bout d'un moment, ça s'est fait petit à petit. Voilà, quand j'étais en prêt à Saragosse, à Gijón. Donc, petit à petit, je commençais à déjà, je me disais, là, il faut que je m'entraîne bien. Déjà, au Maroc, je me disais, le plus important, c'est le match, l'entraînement. Donc, voilà, donc, petit à petit, je me disais, là, l'entraînement, c'est important. Il faut que j'améliore ça. Faut que je sois concentré. Faut que j'ai le focus. Et puis vraiment, le grand déclic, c'était vraiment à Séville. J'arrive à Séville, comme je te dis, un peu aussi complexe d'infériorité. Je me dis, ouais, Séville, grand club, j'arrive de Girona, petit à petit, il me faut du temps. Et donc, je joue pas beaucoup, je joue quelques matchs, ça se passe pas très bien. Puis il y a le Covid qui arrive. Ouais. Et donc, Covid qui arrive, donc à la maison, grosse réflexion. Donc, dans ce cas-là, rien à faire, grosse réflexion. Je commence à analyser plein de choses, de pourquoi ça se fait pas, pourquoi ça bloque, pourquoi j'arrive pas vraiment à atteindre ma meilleure version pour une durée plus longue. Donc voilà, on reprend les entraînements. Il y a le gardien titulaire Vaklik qui se blesse et donc je rentre à ce moment-là. Séville, je me rappelle, donc il voulait pas me garder. Il restait juste quelques matchs. Donc quand le gardien se blesse, je commence à jouer. Je joue 4 matchs de Liga et voilà, ça se passe bien. Et on va pour jouer l'Europa League en Allemagne. C'était la première Europa League là, pendant le Covid. Et voilà, donc l'autre gardien, il revient, le coach, il voit que je suis dans un bon niveau. Et moi vraiment, je me sentais bien. La coupure du Covid, ça m'a vraiment fait du bien. Et là, j'avais vraiment commencé à travailler comme un pro, c'est-à-dire je m'entraînais vraiment pour m'améliorer sans penser si j'allais jouer ou pas jouer, tu vois. Ouais. Donc c'était vraiment, je sentais que j'étais dans le haut niveau. Dans ma tête, je me sentais que voilà, je joue pas, je reste à Séville, je reste pas à Séville. Je sentais que voilà, que le plus important c'était de me sentir avec moi-même que j'étais top. Et donc voilà, je commence, je joue l'Europa League, je suis très très décisif, on gagne. Et à partir de là, voilà, c'était quelqu'un d'autre. C'était un autre Bono. Je sentais vraiment que j'étais que j'étais quelqu'un d'autre, tu vois. Je travaillais aussi avec un psy
faisait pas mal d'exercices sur le focus, la concentration. Et donc ça m'a beaucoup aidé, sincèrement. Ça m'a beaucoup aidé parce que le gardien, tu passes pas mal de moments où tu es seul, pas mal de moments où tu es sur le terrain, où parfois le ballon il vient pas, tu commences à penser à autre chose. Donc j'avais vraiment commencé à être dans le focus, mais à 100%. Ça veut dire qu'il y avait même des matchs où je recevais pas de ballon, mais je terminais le match, j'étais vraiment fatigué d'être concentré, d'être sur le commandement, d'être sur l'anticipation. Et donc ça, c'était c'était mon premier pas vers le haut niveau. C'est-à-dire que j'étais vraiment, voilà. Et après, avec le temps, sur les années à Séville, je me suis amélioré sur pas mal de choses, mais c'était plus, voilà, niveau tactique, etc. C'est fou parce que ça, nous, on s'en rend pas beaucoup compte. Tu vois, à chaque fois que j'ai eu la chance de recevoir des gardiens, notamment Cédric Carasso, il me parlait de ce poste qui est tellement différent de ce que les autres joueurs peuvent vivre. Tu vois, il y a des fois où dans le foot, t'es sur un côté, disons, tu vas pas toucher le ballon pendant, allez, 3-4 minutes. Mais déjà, dans le foot, 3-4 minutes, c'est hyper long. Et pour les joueurs, rester concentrés tout ça de temps sans être impliqué directement, c'est dur. Mais vous, ça peut durer presque 45 minutes, 30 minutes sans toucher un ballon. C'est fou. C'est clair. De toute façon, quand tu parleras aux gardiens, ils te diront tous que les matchs où tu reçois pas beaucoup de ballons, c'est vraiment les matchs où tu te sens fatigué après. Parce que, tu vois, tu es vraiment ouais, il y a ça qui peut se passer, T'es vraiment sur des scénarios qui peuvent arriver, mais qui finalement qui arrivent pas, et puis voilà. T'es vraiment dans un monde parallèle, quoi. Donc c'est plus facile pour toi de prendre un match où vous prenez le feu, vous prenez frappe sur frappe et tu dois être à fond dans l'action, que de vivre un match où vous dominez et finalement tu as 3 arrêts à faire. C'est plus dur ces matchs-là en fait. Bah en vrai après c'est sûr que voilà, avec l'expérience, quand tu joues pas mal de matchs, après tu me diras si tu joues si t'es dans la dernière place, tu joues la descente et puis tu te fais fusiller 20 fois par match, c'est mieux. C'est sûr que voilà, ça dépend aussi Mais bon, c'est sûr que voilà, le gardien c'est dans la tête. De toute façon, on voit tous les gardiens là. T'as des gardiens avec des qualités incroyables, mais que finalement ils n'arrivent pas à vraiment atteindre le top niveau, parce que t'as des bons gardiens, il y en a plein. Il y en a plein de bons gardiens. Après, des grands gardiens, il y en a peu. Tu vois, et tu les vois, t'as dans les clubs, t'as les Courtois, etc. Tu vois, c'est des grands gardiens. Ça veut dire que c'est des gardiens qui jouent 3 fois par semaine pendant toute la saison. C'est des mecs à 60 matchs par saison avec l'équipe nationale, etc. Et moi, ça a été ma vie à Séville pendant 4 ans. Et même là, à Lille, ça veut dire que tu dédies ta vie au football. Ça veut dire que chaque 3 jours, tu joues. Tu joues les matchs, même les entraînements. Ça veut dire que tu es plus sur du tactique que sur du vraiment physique, etc. Ça veut dire que nous, quand on s'entraîne, c'est en général pour anticiper quelques situations de match qui peuvent arriver, sur du positionnement tactique. Et après, bien sûr, tu essaies de maintenir tout ce qui est technique, etc., physique, forcément avec les matchs. Mais voilà, ça, c'est vraiment, tu es dans le haut niveau. Voilà, quand tu arrives à faire 50, 55, 60 matchs, toutes compétitions confondues, là, c'est différent. Tu vois. Et donc là, moi, quand j'étais avant, pour moi, c'était impossible. Moi, je jouais un match et puis j'étais fatigué pendant 15 jours. Tu vois, tellement j'étais concentré. Et là, franchement, c'est fou, c'est incroyable. Quand je vois un petit peu tout, je me dis, j'arrive pas à y croire. Je me dis quand même que tu puisses arriver à tout ça d'après, quand tu vois un peu tout le chemin, c'est incroyable. Ton chemin, il est incroyable. Pour moi, c'est quelque chose de bien, et par la suite, j'aimerais bien le transmettre aux jeunes dans mon cas, c'est-à-dire des jeunes qui viennent du Maroc, qui vont pas comprendre ça, mais avec le temps,
ils vont comprendre comment ça marche. L'autre. La dernière petite question avant qu'on rentre dans le sujet plus chaud qu'est la CAN notamment et la sélection. Dis-moi, le sacrifice le plus important que tu aies dû faire pour justement faire la bascule entre ta vie au Maroc, qui était à mon avis pas simple, mais où finalement tu avais ton entourage, tu avais ta famille qui était plus proche, tu avais tout ça, tu avais ce cocon-là, à basculer dans le monde européen, c'est quoi le plus gros sacrifice? Bon, écoute, au début, j'étais déjà au WAC, donc au Wydad. Et je me rappelle, j'étais parti à l'OGC Nice au centre de formation pendant 4 mois. C'était en 2009, 2010. Et donc voilà, ça se passe bien et tout. Et donc juste après, quand je dois reprendre en pré-saison, on va en stage et tout. Et donc moi, la vie du centre et tout, j'arrivais pas, franchement. J'arrivais pas parce que au Maroc, j'étais habitué, voilà, les amis du quartier, la famille, maman, papa, tu vois, les cousins. Pour moi, c'était dur, la vie du centre. C'était vraiment impossible pour moi voilà, je pleurais chaque jour, j'étais pas bien. Et donc, je décide de revenir au Wydad, au WAC. Et donc, au WAC, je continue mon chemin, c'est-à-dire, processus naturel dans mon environnement, etc. Et donc, mais j'ai des regrets quand même. Je me dis, putain, t'as laissé le haut niveau, tu reviens ici et tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais bon, c'était un choix. Je regrette pas parce que le Wydad, c'est mon club de cœur et c'est là où j'ai grandi. Et pour moi, c'est l'une des plus belles choses que j'ai vécues. Et donc après, je vais à l'Atlético et à l'Atlético, la même chose. Donc, je suis tout seul voilà, comme dans un centre, et la même chose. Donc là, même chose, j'ai envie de rentrer. J'ai envie de rentrer et donc, je parle aux amis proches, la famille, non, reste, attends. Il y a un directeur sportif qui était à cette époque-là, Carlos Aguilera, qui m'a dit non, reste, tu vas voir. Ça va bien se passer et tout. Donc voilà, je reste les premiers 6 mois, donc j'étais pas bien, mais voilà, j'ai souffert quand même. Et donc voilà, juste après, il y a ma femme qui arrive. Et donc voilà, je dirais que au niveau, voilà, à la maison et tout, donc c'est un petit peu mieux. Et voilà, donc à partir de là, donc je commence à m'adapter à la vie européenne et voilà, donc j'ai sacrifié au début, voilà, tout ce qui est ambiance familiale, les amis, au niveau salaire aussi, parce que au Maroc, j'avais un salaire beaucoup plus important à cette époque-là. Ah ouais? Et donc j'arrive à l'Atlético en réserve, première année, donc voilà, j'étais pas à grand chose, j'étais dans les 3 000 €, voilà, pour un footballeur, tu vois. Ouais. C'était dans les 3 000 € et voilà, donc pendant 2 ans, donc c'était pas évident, alors qu'au Maroc, je prenais 5 fois ou 10 fois plus. Donc, ok. Ouais, gros gap quand même. Ouais, je me dis, ouais, mais reste, parce que ici, peut-être, voilà, c'était vraiment, moi, j'étais un amoureux fou du haut niveau. Ouais. J'étais vraiment passionné voilà, de pouvoir faire carrière en Europe, etc. Mais voilà, comme je t'ai dit au début, pas à ce niveau-là. Mais voilà, juste, voilà, au moins professionnel. Mais bon, voilà, alhamdoulilah, avec le temps, je regrette pas parce que tu sacrifies, mais finalement, t'es récompensé. C'est bien. Ouais, et je peux te dire que nous, on est bien content que t'aies été récompensé de te voir au plus haut niveau. On t'a revu, on va parler de cette CAN parce que ça y est, c'est officiel, elle est terminée. Et pour ceux qui savent pas, on a planifié une fois cette interview juste avant la fin de la CAN et finalement, ça n'a pas pu se faire. Et je suis content d'avoir ton avis maintenant que la CAN est terminée parce qu'on peut en parler librement. Dis-moi. Ouais, c'est bien parce qu'au début de la CAN, avant la CAN, c'est un peu, voilà, c'est compliqué. Là, après la CAN, ouais, c'est sûr. Donc là, c'est fini. T'as la Côte d'Ivoire champion, c'est incroyable quand même. Voilà, très content pour eux parce que quand tu vois comment ça a commencé et comment ça finit, c'est un peu la beauté du sport, surtout de la Coupe d'Afrique. Voilà, c'est sûr que je vois des gens
critiquer la Coupe d'Afrique, le niveau de la Coupe d'Afrique. Voilà, au moins, il y a des choses qui se passent en Coupe d'Afrique que dans les autres compétitions, il n'y a pas. Donc. Non. Je t'avoue, quand tu vas sur les réseaux sociaux, et j'ai rarement été aussi pris, moi, par une CAN. Je t'avoue, c'était rebondissement sur rebondissement. Et on va parler de vous parce que vous, ça a été rebondissement aussi. Grosse surprise de vous voir sortir finalement si tôt. On est quelques jours après, tu as eu le temps de même rejouer avec Al Hilal. Tu l'as digéré, cette élimination? Elle est digérée ou pas? Ouais, bah, c'est pas facile. C'est pas facile, surtout quand c'est quelque chose où que t'as vraiment mis dans ta tête pendant longtemps. Ouais. Que t'as préparé psychologiquement, que c'est quelque chose qui nous a stressé, mais depuis, ça veut dire que même 6 mois avant, tu l'avais dans la tête. Tu dis, il y a la CAN qui arrive. Du coup, quand ça le fait pas, donc c'est des désillusion énorme. Comme je t'ai dit, après voilà, tu sais, dans le foot, déjà le fait de pouvoir rêver d'y être, de rêver de la gagner, c'est déjà un privilège. Ouais, c'est vrai. Et après voilà, c'est sûr qu'on veut tous gagner, et quand ça le fait pas, c'est sûr que ça fait mal. C'est compliqué. Beaucoup considèrent que cette CAN est la meilleure de l'histoire. J'ai l'impression d'entendre cette phrase après beaucoup de CAN où avec les passions, tu vois, tout le monde est à fond dedans, il y a des rebondissements. J'ai un peu l'impression de la lire à chaque fois sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que même les observateurs disent que c'est une des meilleures CAN qu'on ait vues. Vous, en étant impliqué dedans, vous avez ressenti ça aussi, que c'était une CAN exceptionnelle ou pas? C'est sûr que on va pas parler footballistiquement, parce que footballistiquement tu peux analyser mais dans l'émotionnel, c'est sûr que c'est l'une des meilleures CAN. Ouais. Parce que voilà, quand tu vois que le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, et puis tu vois que toutes les grandes nations sont restées, sont disqualifiées. Donc surtout pour le spectateur neutre, Ouais. pas pour un Marocain, mais pour le spectateur neutre ou pour un Européen qui va. Donc ça fait quelque chose. C'est comme le Maroc en Coupe du Monde. Quand il y a quelqu'un qui suit le football, mais qui est pas pour la France forcément il va vouloir que le Maroc gagne. Ouais, bien sûr. On a toujours envie de voir le plus faible gagner voilà, c'est comme dans les films, tu vois. T'es pour le petit. Donc c'est sûr que dans l'émotionnel, pour le spectateur qui est neutre, c'est sûr que c'est l'une des meilleures CAN. Après, pour nous, les Marocains, et pour nous, c'est compliqué. Un souvenir, ouais, voilà, c'est ça. Bon alors, je suis désolé, mais on va creuser un peu dans ce souvenir un peu compliqué, mais on va le faire gentiment pour pas que ce soit trop douloureux. J'étais le premier que je reçois pour parler de cette CAN si proche de la fin de la CAN. Donc déjà merci d'accepter d'être là encore une fois. Je t'avoue que moi j'ai mis ma pièce sur vous. Quand on commence la compétition, je mets ma pièce sur vous en me disant, il y a comme tout le monde, il sort d'une demi-finale et d'un parcours incroyable en Coupe du Monde. On sent un groupe mature qui a beaucoup évolué. Ça y est, c'est pour eux, vous êtes les mieux classés au classement FIFA. Il y a plein d'éléments quand on analyse sur le papier, qui dit, c'est bon, cette année, elle est pour eux. Vous sortez des poules et malgré toutes les surprises qu'il y a, on vous sent solide. Tu vois, tout le monde parlait du Sénégal et j'ai eu l'occasion de recevoir Diawara qui m'en parlait aussi. Le Sénégal était hyper impressionnant. Mais vous étiez solide, c'était organisé, c'était propre. Il y a eu ce match nul le deuxième match contre le Congo, je crois, c'est ça, c'est le Congo, où on sent que ça a accroché, mais bref, on vous sent solide. Vous vous sentez comment au début de la compétition? Est-ce que vous êtes serein ou vous sentez que ça va être compliqué? Non, nous, sincèrement, on est serein, on a vraiment cet objectif devant nous. Après, voilà, c'est le foot. Tu sais, surtout dans mon cas avec ce que j'ai pu vivre, notamment en sélection ou en club, tu sais, dans les situations comme ça où c'est un peu, parce qu'en vrai c'est un peu chaud là, il y a même pas 3 semaines. Donc dans ces situations-là, moi, sincèrement, j'essaie toujours de faire une analyse au niveau personnel, c'est-à-dire qu'est-ce que je pouvais faire de mieux sur le terrain, en dehors du terrain. Ouais. Et voilà, je m'arrête là. Parce que vraiment, quand tu rentres dans ce qui est l'émotionnel,
le groupe. Voilà, là, t'es dans du hors-piste. Là, c'est le temps qui va t'expliquer un petit peu qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait ou pas. Parce que, voilà, donc, comme je t'ai dit, dans ce cas-là, je regarde moi au niveau personnel, qu'est-ce que je peux faire de mieux. Peut-être la préparation d'un match aurait pu être fait de cette manière ou d'autres. Peut-être la concentration à ce moment-là, elle devait être plus importante que dans d'autres. Donc voilà, j'essaie au niveau personnel de décortiquer un petit peu tout en sachant que c'est le football, quoi. Que le ballon, il peut frapper le poteau, il sort dehors, il peut, voilà, il peut frapper le poteau et rentrer. Donc voilà, tout en ça. Déjà, on fait une analyse post résultat, quoi. Donc voilà, tu demanderas aux Sénégalais, ils te diront la même chose. Ouais, je pense qu'ils me diront. Sénégal, voilà, favori, et puis voilà. Parfois, c'est pas facile de faire une analyse comme ça, juste comme ça, parce que c'est sûr que quand il y a une défaite, ben on essaye de remettre en question tout, quoi. Ouais. Tu vois. Et donc voilà, dans ma position, c'est pas facile d'analyser ce qui est, voilà, sur l'émotionnel, sur le groupe, etc. Mais par contre, je peux analyser au niveau personnel, peut-être que voilà, ça aurait pu mieux faire ça. Toi, t'es pas content de ta CAN personnellement, ou au contraire, tu penses que t'as fait tout ce que tu pouvais? Moi, sincèrement, au niveau personnel, c'est fou parce que, comme je t'ai dit, il y a par exemple en Coupe du Monde. Moi, sincèrement, avec moi-même, je me sentais pas dans mon meilleur niveau, c'est-à-dire au niveau émotionnel, au niveau. Et pourtant, il y a eu les résultats. Donc, c'est comme je t'ai dit, alors qu'il y a d'autres compétitions où tu es vraiment dans ton top au niveau, voilà, émotionnel, les entraînements, t'as pas de blessures, et ça marche pas, tu vois. Donc. C'est ce que tu as ressenti là? Là, tu as senti que tu étais bien et finalement, ça passe pas? Non, là, j'ai senti que j'étais vraiment c'est-à-dire que mentalement, etc., j'étais vraiment avec ce pouvoir d'être en compétition et de bien gérer ce stress que, par exemple, en Coupe du Monde, j'ai pas pu le faire, quoi. Et voilà, par contre, en Coupe du Monde, voilà, il y a eu les résultats et là, il n'y a pas eu les résultats. Finalement, comme je t'ai dit, parfois l'analyse, elle fait que parfois tu poses des questions qui n'ont pas de réponse. Tu vois ce que je veux dire? Et donc la tête, c'est comme ça. C'est comme quand un mec l'autre jour j'avais vu, je sais pas qui disait ça, un ex-joueur. C'était une vieille vidéo. Il dit quand il y a une action, par exemple, je sais pas, il y a un gardien, par exemple, tu sors pour couper un centre. Et voilà, tu arrives à couper le centre et il y a pas un coup de tête tu vois, pour faire un super arrêt. Tu vois ce que je veux dire? Alors que, et parfois, donc, tu sors pas, il y a le mec qui met la tête, tu fais un super arrêt, ils disent, ouais, super arrêt et tout. Alors que le mec, il devait sortir, ou après, t'as le mec qui met la tête et c'est but. Finalement, c'est pas facile d'analyser ça. Ou sinon, sur les pénaltys, tu dis, le mec, par exemple, s'il tire doucement et le gardien, il va de l'autre côté, il fait, oh là là, le mec, il est trop fort. Genre, quelle qualité et tout. Alors que s'il fait la même chose et le gardien, il est intelligent, il fait, mais pourquoi il a pas tiré fort? Ouais. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai, hein. C'est vrai. Donc, finalement, comme je te dis, en général, marge de progression, c'est sûr, ça nous sert. Après, voilà, c'est comme je t'ai dit, avec le temps, petit à petit, on va commencer à trouver des réponses à ce que tu dis, quoi. Mais là, 2 semaines après, pas facile. Non, c'est trop tôt. Ok. Au moins, ce que je retiens, c'est que toi, personnellement, dans ta préparation, dans ton état physique, tu te sentais bien, il n'y avait pas de gêne particulière, tu étais à 100% dans ce que tu avais à faire. Donc ça, déjà, c'est important. Non, après, les gênes physiques, t'en as toujours, mais pas des gênes physiques qui te freinent vraiment. C'est-à-dire que tu as des gênes physiques, comme tous les joueurs. Nous, du coup, on avait plein de blessés pendant la CAN.
voilà, les joueurs, ils ont tout fait pour jouer, etc. Donc, voilà, il y a les gènes physiques, il y en a dans les grandes compétitions où tu joues chaque 3 jours, il y en a toujours. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais alors toi, tu me dis que t'es pas trop dans l'analyse de l'émotionnel collectif, etc. T'es plus centré sur toi et ce que toi, t'aurais pu changer. Ce que je comprends dans la mentalité. Mais là, on l'a dit, la CAN, c'est hyper particulier parce que même culturellement, et du fait qu'il y ait aussi un retard dans la considération que le monde européen peut donner notamment à la CAN, on est toujours dans des suspicions de il y a eu tricherie, l'arbitrage est volé, ce genre de choses. On entend systématiquement ça quand il y a des éliminations. Et dans votre cas à vous, il y a eu le souci du coach qui a été Wally qui a été suspendu, finalement c'est annulé. Donc ça a été des bâtons dans les roues, il y a eu des histoires de penalty, il y a eu plein de choses qu'on a entendues autour du Maroc et qu'on a vues autour du Maroc. Toi, à ce moment-là où tu le vis, ou même aujourd'hui avec le recul, tu l'analyses comment? Est-ce que ça fait partie des choses que tu balayes parce que t'as pas de pouvoir sur ça, ou est-ce qu'au contraire ça reste quand même dans la tête en te disant qu'on a mis des bâtons dans les roues quand même du Maroc? Non, non, non. Moi, je rentre pas dans les, voilà, je rentre pas dans le, parce que finalement, comme je t'ai dit, les arbitres, parfois ça peut te favoriser, comme ça peut te, te nuire, non? Comme Ouais. ça peut te, donc, finalement, c'est sûr que il y a cette culture en Afrique, il y a cette culture de voilà, les marabouts, il y a toujours il y a ce truc dans la tête. Mais bon, moi, sincèrement, c'est pas la première fois qu'on joue en Afrique. Voilà. Je t'ai dit, il faut faire une analyse footballistique et puis le reste. Ces éléments-là, tu les gardes pas dans ta tête. Même des cas concrets comme tout le monde a réagi après la suspension du coach. Quand on voit que Walid est suspendu 4 matchs à la base, alors que finalement il n'y a rien, tout le monde crie qu'il n'y a pas de racisme dedans dans les insultes, tout le monde montre que finalement c'est assez léger ce qui s'est passé, c'est ce qu'on voit à la fin de chaque match tous les week-ends. Toi, tu le lis pas comme étant un souci? Ouais, c'est sûr que après finalement, les déclarations du capitaine du Congo, voilà, il sort, il dit, je sais pas s'il dit, il y a que Dieu qui sait ce qu'il m'a dit, un truc comme ça. Donc déjà là, tu laisses l'ambiguïté, tu laisses, voilà, les gens ça parle et tout. Donc déjà ça, c'était pas bien parce que c'est mieux de pas parler, de rien dire, ou de sortir et de dire exactement ce qui s'est passé. Ouais. Que quand tu sors, donc ça crée un climat un peu. Mais bon, moi je crois pas que les joueurs, c'est dans le foot, il y a ça, il y a cette guerre médiatique, c'est des trucs comme ça qui se passent. Mais sincèrement, tout ce qui a été relayé, etc., c'est du n'importe quoi. Du racisme, vraiment, c'est fou parce que on est en train de prendre on cherche la moindre, voilà, le moindre truc pour créer quelque chose de, alors que voilà, on sait très bien que il peut y avoir du racisme partout, sauf en Afrique, quoi. C'est ce que moi je me suis dit. Entre nous, Africains, voilà, il n'y a pas de. Il peut tout y avoir, on peut se battre, on peut tout, mais pas de racisme. Ok, ça marche. Toi, en tout cas, tu décides de pas trop garder ça en tête. Tu décides que ça te pollue l'esprit et que ça sert à rien de garder tout ça dans ton analyse et dans ton approche. Ouais. Dans mon cas, après, je sais pas si les autres joueurs trucs. C'est pour ça que je te dis, parfois avec le recul, tu te dis peut-être si j'ai pas une marge de progression, de pouvoir parler au groupe, de pouvoir transmettre mon expérience au groupe. C'est sûr que moi, je passais par des moments difficiles dernièrement, donc j'avais pas vraiment la force de gérer les gens, quoi. Tu vois, déjà, déjà juste me gérer moi-même et de me sentir moi-même dans un état émotionnel bien. Je me disais, bah déjà, si tu arrives à faire ça bien, tu vas être bien, et c'est la meilleure manière d'aider les autres. Ok. Alors que parfois, peut-être que dans ces cas-là, peut-être qu'il faut une présence un petit peu plus, voilà, avec les mecs, peut-être avoir un petit peu plus de transmettre cette expérience en sachant, voilà, que j'ai pu côtoyer, voilà, je suis un joueur local du Maroc qui a pu côtoyer les joueurs locaux, qui a pu côtoyer les joueurs qui jouent en Europe, en France, en Espagne. Donc peut-être, c'est pour ça quand je te dis après, tu te dis peut-être si pouvais pas faire quelque chose de mieux. C'est pas juste sur le terrain. C'est aussi sur, voilà, sur pouvoir
comment dire, pouvoir gérer pouvoir mettre un peu un climat de paix dans le groupe quand il s'agit, par exemple, de ça, juste après le Congo ou juste après, voilà, on gagne en expérience finalement comme ça. Toi, après ce genre de soucis-là, parce que Walid, il a quand même mentionné, alors cette histoire-là, il a mentionné les pénaltys qui étaient parfois litigieux, des coachs suspendus, il a même parlé des horaires des matchs. Et c'est nous de l'extérieur, je te pose des questions par rapport à tout ça parce que moi, ça m'est resté dans la tête. Je suis comme toi, je suis pas du genre à dire ah il y a eu tricherie, ah il y a marabout, je suis pas de ce genre-là de base. Mais c'est vrai que quand j'écoute tout ce qu'il a reproché, tout ce qu'il a mis en avant, notamment l'horaire des matchs, quand il parle de ça, il dit quand même le planning a été changé à des moments où vous c'était jamais avantageux alors que d'autres ont eu d'autres traitements. Toi, dans toute la préparation, tu ne ressens jamais ça, jamais de frustration par rapport à tout ça. C'est sûr que le match de 14 heures, c'était vraiment une dinguerie mais pas juste pour nous. Quand je parle à Koulibaly aussi, il me dit, ah là, c'est vraiment dur de jouer à 14 heures. Et sincèrement, c'est le match de 14 heures avec la chaleur qu'il y avait, l'humidité surtout. Au bout d'un moment, on s'est senti vraiment bouffé Tu m'étonnes. Par le match. Mais bon, après c'est tout le monde, c'est pas que nous. Ouais, c'est vrai. Pas que nous, c'est tout le monde. Tout le monde a joué à cette heure-ci. Tout le monde voilà. Mais après voilà, il y a eu, c'est dommage qu'il y ait eu ce climat un peu à la fin pendant le match. C'est dommage. Moi quand il y a eu ce truc, je suis parti vers le capitaine du Congo pour le retenir et tout. Il me dit non, moi je suis pas camp. Faut pas qu'on me dise je suis camp. Et donc, je comprenais pas exactement ce qui lui arrivait. Après, j'ai vu, il est sorti le premier, donc j'ai essayé de le suivre parce que je sentais que n'importe quel moment, il y avait quelque chose qui pouvait se passer. Ouais. Et donc voilà, j'ai attendu jusqu'à qu'il rentre au vestiaire pour que ça se calme. Voilà, donc je me suis dit, mais pourquoi il me disait, moi je suis pas camp, je suis pas... Et moi, tu vois, en plus, c'est un bon joueur. Ouais. Et donc, tu vois, après, quand il se passe tout ça, il y a histoire de racisme, etc. Ouais. Il sort en conférence de presse, il dit, je vais pas dire ce qu'on m'a dit et tout. Et donc, moi, je dis, quelqu'un lui a dit qu'il était con. C'est ça, en fait, ce qu'on lui a dit. Bah oui, c'est ça. Que lui, il a compris. Et donc, quand, voilà, après le lendemain, donc ça parlait et tout. Moi aussi, j'étais avec Walid et tout. Et donc, je dis, lui, il m'a dit que quelqu'un lui a dit qu'il était con, que c'est un con, que c'est un petit con ou un truc comme ça. Donc, voilà. Donc, déjà, donc, là, on rigole parce que, donc, Walid, il me dit, non, mais il y avait tout le match, ils étaient ça. Et donc, moi, quand je suis arrivé pour lui parler, donc, je lui ai dit, mais tu te la racontes. Et donc, il me dit, et lui, il a entendu quand je lui dis, je te la raconte, lui, il en dit. Et donc après, quand je vois histoire de racisme et tout, je dis, mais c'est fou. Ouais. Parce que je me dis quand même, Walid, c'est pas quelqu'un. Donc, il y a eu cette embrouille pendant le match du capitaine du Congo avec les joueurs. En plus, Nessiri, il me disait, pendant tout le match, il faisait que m'insulter et tout, mais je lui ai pas parlé. Et après, il disait à ses coéquipiers d'aller vers Unai pour le blesser, pour lui rentrer dur et tout. Donc, c'était, après le match, c'est là où ça s'est, donc, après ça, c'était vraiment chaud, quoi. Et surtout avec le résultat et tout, donc, ouais, et puis il y a la pression. Ouais. Mais dans ce cas-là, en aucun cas, il y a racisme. Non. En plus, Walid, comme je t'ai dit, que vu qu'il s'était un peu à la fin. Ouais. Donc, c'était ça, c'était, mais tu te la racontes. Et donc, lui, il a entendu con. Il a entendu con, il était, ouais, mais je suis pas un petit con. Donc, quand je suis parti le coach, il me dit, non, mais je suis pas un petit con, moi, je suis pas un petit con. Je dis, mais c'est bon, arrête, la rentre dans le vestiaire. En fait, c'est un malentendu depuis le départ. C'est juste un malentendu, en fait. Ouais, c'est juste un malentendu, mais voilà. Pour moi, le fait de sortir, de laisser un peu cette ambiguïté. Je suis d'accord avec toi. Mais bon, ça fait partie aussi du truc, ça fait partie
voilà, d'un peu allumer un petit peu tout pour pour déstabiliser un petit peu. Voilà, ça fait partie ça fait que de l'expérience pour nous finalement. Bon, je vais te poser une question plus légère, parce que celle-là, elle était compliquée. Mais je vais être plus cool avec toi. Il y a le cas des binationaux. Ça a toujours fait plein de polémiques et tout. Ah, ils méritent pas d'être là. Ah, si c'est bien, ils sont là. Et Walid, il a toujours bien accueilli les binationaux. À chaque fois que j'entends, par exemple, Sofiane Bouffal parler de Walid, c'est toujours en bien. Toujours en bien sur les échanges. Alors qu'il y a eu le petit buzz contre Sofiane où il y a la question en arabe et il n'arrive pas à répondre en arabe. Enfin, il comprend pas l'arabe et tout, etc. En interne, comment c'est vécu ça? Vous, je vous vois un groupe soudé, je vois que tout le monde parle avec tout le monde rigole avec tout le monde. Toi qui viens du Maroc pur, tu ressens une différence ou pas? Non, sincèrement, comme je t'ai dit, avant il y avait un petit peu peut-être, mais après ça dépend des joueurs. Les joueurs qui veulent s'intégrer, ils s'intègrent. Et les joueurs qui veulent pas, ils le feront pas. Et pour les joueurs locaux, c'est la même chose. Ceux qui veulent s'intégrer avec les autres, ils le feront, et ceux qui veulent rester dans leur. Mais voilà, c'est depuis l'arrivée de Walid, sincèrement, même à l'époque de Faïd, sincèrement, t'as des joueurs super nobles. On n'est vraiment plus dans ça, sincèrement. Ça, c'est top. On sait vraiment que déjà, t'as tous les joueurs qui parlent arabe entre eux, qui parlent marocain, sinon qui parlent chelh ou rifi. Donc, non, c'est déjà, il y a plus ça. Ça, c'était de l'histoire ancienne, sincèrement. Et puis, les joueurs savent que ce qui nous unit, c'est premièrement l'objectif, c'est-à-dire de gagner. Et puis, le deuxième truc qui nous unit, c'est nos parents. Finalement, nos parents, c'est des Marocains, il y a une histoire commune. Donc voilà, il y a cette fraternité. Je sais pas si tu as vu, mais hier soir, il y a eu un hommage du peuple ivoirien envers le peuple marocain, parce que les aléas du foot font que finalement, vous avez permis à la Côte d'Ivoire, en remportant votre dernier match, vous avez permis à la Côte d'Ivoire de continuer dans la compétition. Ce qui fait qu'au bout, ils sont qualifiés et ils peuvent aller au bout. Quand tu vois l'hommage, est-ce que tu le prends comme il est censé être, c'est-à-dire c'est sympa, il nous remercie, etc. Ou est-ce que tu le prends comme une petite taquinerie qui te pique? Non, tout le contraire. Remerciement à 100%, rien de négatif, sincèrement. Ok. C'est beau de voir ça, moi j'ai jamais vu ça. Hein. Non, sincèrement, c'est là où tu vois que le football, finalement, ça unit les peuples, et donc voilà, c'est quelque chose je les félicite, parce que c'est pas facile quand même de passer de cette situation où ils étaient à gagner la CAN. Donc et comme je t'ai dit, l'hommage qu'ils ont fait au Maroc, non, je vois que du positif, sincèrement, que du positif, parce que finalement ils peuvent ne pas le faire. Hein. Non, mais c'est pour ça, moi, franchement, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu mettre sur un écran géant, tout ça. Ils sont pas obligés. C'est fou. Non, ils l'ont mis. J'ai vu là à l'écran, il y avait aussi, je crois, un Gradel, non, qui était avec le drapeau et tout. Donc, voilà, non, que les féliciter. Il y a une chanson ivoirienne qui dit « Tant qu'il y a la vie, on dit toujours il y a espoir ». C'est vrai que pour le coup, eux, ils reviennent de loin. Eux, ils reviennent de très loin. Il y a la vie, on dit toujours il y a espoir, et finalement, c'est une leçon de vie aussi. Ça. Ouais, c'est vrai. Non, franchement, c'était une belle CAN. Et que ça se finisse comme ça, c'est pas mal. Bon, en réaction, et c'est le dernier mot sur cette CAN, il y en a beaucoup qui disaient que la déception, elle était plus dure à avaler que la déception en demi-finale du mondial. Ce que je peux comprendre, parce que finalement, dans le demi-finale du mondial, vous avez déjà fait un exploit. Donc finalement, on vous en veut pas. Et là, on vous attendait plus sur aller au bout. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour que ce Maroc-là retrouve la demi, retrouve la finale, retrouve même un titre à la CAN? Qu'est-ce qui manque? Écoutez, déjà, moi, quand je vois un peu ma carrière en sélection, c'est déjà, j'arrive dans un Maroc qui n'arrive pas à aller en Coupe d'Afrique, qui n'arrive pas à se qualifier. Ou qui se qualifie, qui passe pas le premier tour. Donc là, déjà, on est dans un Maroc qui passe le premier tour à chaque fois, qui est plus respecté qu'avant. Ouais. Donc déjà, on est
déjà, on est dans la progression, ce qui est sûr. Donc voilà, donc à partir de là, petit à petit, faut qu'on commence à voir comment passer ce cap quoi, des quarts de finale, des demi-finales, pour pouvoir gagner un titre en sélection. Et puis voilà, comme je t'ai dit, ça c'est des questions qui, petit à petit, tu vas commencer à trouver des réponses, etc. Footballistiquement, émotionnellement, tout ce que tu veux. Donc voilà, après, comme je t'ai dit, moi si aujourd'hui je viens et je te dis non, il nous manque ça, il nous faut ça et ça veut dire que ça veut dire que voilà, j'ai donné toutes les réponses. Ouais. Alors que voilà, C'est moi je suis juste un joueur qui essaie de donner le maximum quand on lui quand il est appelé, et puis il essaie de donner mon petit plus. Après le reste, comme je t'ai dit, tous ensemble, petit à petit, on trouvera nos réponses. Et comme je t'ai dit, c'est après des faits ponctuels, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est le poteau, comme tu dis, ça peut être un poteau qui rentre, un poteau qui sort, c'est vrai. Exactement. Donc, déjà, on fait, donc, à partir de là, c'est soit tu te dis, je continue dans la ligne de travail que je faisais, ouais, ou non, je change tout parce que ça a frappé le poteau et c'est sorti, ou ça a frappé le poteau et c'est rentré. Ok. Donc voilà, c'est après, Ok. Non, mais j'entends, c'est logique. Ça me paraît logique. C'est aux gens qui dirigent de choisir. Ouais, c'est finalement. Vrai. C'est vrai. C'est pas toi qui vas prendre les décisions. C'est clair. Alors, je vais te parler d'un événement qui est plus loin. Et donc, du coup, on a peut-être plus l'opportunité d'avoir les réponses par rapport à ça. C'est le mondial 2022, qui était incroyable pour vous. Le secret, la magie qui était autour de vous, parce qu'il y a eu des résultats, il y a eu la manière, il y a eu l'enthousiasme, il y a eu le sacrifice, il y a eu plein d'éléments dans cette équipe marocaine pendant le mondial. Ce que tu retiens, toi, de ce qui vous a permis d'aller si loin, c'est quoi ? C'est quoi l'élément qui, pour toi, vous a porté comme ça ? Premièrement, il y avait le présent de chaque joueur qui était top. Ouais. C'est-à-dire, quand tu vois le 11 de départ, t'as tous les joueurs qui jouent dans des clubs importants et qui jouent chaque semaine. Ouais. Déjà ça, le présent des joueurs, t'avais moi à Séville, Nasser au Bayern, Romain à Besiktas, Naïf à West Ham, Achraf au PSG, Amrabat à la Fiorentina, il faisait tous ses matchs, Asdin au Nahia à Angers, il faisait tous ses matchs. Il était dans un bon moment, Amella avec Standard, Sofiane à Angers, Youssef à Séville, Hakim à Chelsea. En général, le présent des joueurs, à ce moment-là, il était... Il y a que Hakim qui était un peu différent, qui était dans une période un peu plus compliquée. Mais sinon, c'est vrai, tout le monde était au top. Mais quand même, il était à Chelsea, il faisait ses entrées, il faisait... Voilà. Donc, c'est-à-dire que, déjà, si on compare le présent, juste avant la Coupe du Monde et juste avant la CAN, t'as le présent des joueurs, des 11 titulaires, il est différent. Mm-hmm. C'est vrai. Et puis, donc voilà, c'est ce qui nous a permis d'être compétitif, tu vois, d'être voilà, quand tu joues la Croatie, t'as Modric, t'as Kovacic, ils jouent contre le Maroc, mais ils disent lui je joue contre lui à Séville à chaque fois, Youssef il est bon, l'autre il est avec moi à Chelsea, il est bon, ça veut dire que déjà tu te fais respecter en Coupe du Monde contre les grandes nations. C'est vrai. Et puis, si tu as un autre facteur, c'est un peu je crois que le coach, à son arrivée, voilà, son discours, il était important. Ça a enlevé un petit peu ce complexe que le joueur marocain avait. Il y avait vraiment cette envie il y avait vraiment cette croyance, cette foi qu'on allait aller loin. C'était sûr et certain. Et je peux dire que même en demi-finale, quand on perd le match, on était vraiment déçus parce que on s'y attendait à plus, sincèrement. Et voilà, c'est un petit peu ça les clés, je crois. Le présent des joueurs à ce moment-là, le discours du coach, et il y a un troisième truc aussi, c'est l'expérience de 2018 qui nous a servi aussi un peu parce qu'on joue le Portugal et l'Espagne. Ouais.
deux nations contre qui on rejoue cette Coupe du Monde, donc ça, c'était aussi important. Toi, la rencontre de ce tournoi-là que tu retiens, c'est laquelle? Celle qui t'a le plus marqué, le souvenir le plus important? Parce qu'il y a forcément l'élimination qu'on retient, mais parce que c'est le dernier match et la frustration. Mais est-ce qu'il y a une rencontre où tu t'es dit, waouh, on est costaud? Bah, je crois le jour du Portugal, je crois que on fait une première mi-temps où voilà, on arrive à avoir le ballon, on arrive à être costaud, on arrive à bien aller sur les contres, on se fait presser et on sort toujours de la pression. On sentait que voilà, qu'on était bien. Après, c'est sûr qu'on a eu pas mal de blessures, ça nous a freiné. C'est pas facile d'affronter une compétition en Coupe du Monde. Chaque 3 jours, tu joues à ce niveau-là. C'est sûr que finalement, quand la France en arrive, une équipe très costaud, on arrive avec pas mal de blessures, on change de système. La France aussi, ils ont été intelligents. Donc, finalement, c'est pas facile, c'est pas évident. Je suppose que ce match-là, il est souvent revenu dans tes nuits quand tu repensais au match et que tu repensais à ce qui aurait pu être différent. Mais ce qui a fait la diff, tu m'as parlé d'une équipe intelligente. La différence, elle est, certes, vous avez des blessés, mais sur le match, tu sens que c'est quoi qui fait que la France passe? Parce qu'il y a ce but un peu chanceux, le premier but de Hernandez, il est un peu chanceux quand même, où ça passe dans un trou de souris, il y a des contres, etc. C'est quoi qui fait la diff? Non, je sens qu'on est bien finalement. Comme je t'ai dit, ce qui fait la diff, c'est que voilà, la France, il y a Mbappé, il y a Griezmann, il y a des individualités qu'avec n'importe quoi, ils peuvent te créer une occasion de but. Ouais. Donc, ça a fait la différence. Finalement, les grands joueurs, ils terminent toujours par faire la différence. C'est dur de jouer contre ces mecs-là parce que nous, on se rend pas compte. Hein. Tu sais, toi, tu les vois, toi, tu as l'opportunité de jouer contre eux, mais et en plus, tu me dis avec le poste de gardien, il faut être encore plus concentré que les autres. Mais nous, on voit juste des mecs forts. Mais pour vous, qui devaient les supporter pendant 90 minutes, un mec qui peut faire l'étincelle n'importe quand, c'est vraiment fatigant, c'est vraiment dur de jouer ces mecs-là. Oh, c'est dur parce que, comme je t'ai dit, c'est des mecs où tu te déconcentres juste un peu et puis voilà, ils te créent le désordre et c'est fini. Et puis voilà, en plus, là avec la VAR, c'est pas des joueurs où tu peux tabasser comme avant, quoi. Non, ça c'est fini. T'as raison, c'est fini ça. Ok. Bon, le dernier thème que je vais aborder avant de te laisser tranquille, c'est le respect. Tu vois, ton interview là depuis tout à l'heure en échange, elle est pleine d'humilité, elle est pleine de respect. Ça fait partie des valeurs que toi tu mets en avant par ta personnalité sans même avoir besoin de le dire. Et je veux parler du respect envers l'Afrique. Toujours, depuis que je suis le foot, il y a toujours eu cette considération. Ça s'est vu avec des phrases maladroites, ça s'est vu avec des gestions d'effectifs, ça s'est vu avec des mercatos, ça s'est vu parfois avec des discours en interne qui étaient un peu limites. Beaucoup estiment qu'on a eu droit à la meilleure CAN, comme je te l'ai dit. Est-ce qu'on arrive enfin, au fait que l'Afrique soit respectée par les autres institutions européennes ou même pas européennes, dans le sens mondial? Est-ce que ça y est, la CAN est respectée par tout le monde? Bah, écoutez, je crois que déjà c'est mieux qu'avant. Déjà, ça c'est sûr. Je suis d'accord. On est mieux qu'avant, donc c'est ça. Moi, je crois toujours au processus. Je crois que moi, j'ai fait des CAN, voilà, au Gabon, plein de CAN. Donc, déjà là, c'était au niveau des terrains, c'était mieux. Donc, voilà, je crois que l'Afrique va toujours aller vers l'avant. Elle peut pas reculer. Surtout quand on voit la mentalité des gens, c'est-à-dire que en Afrique, tu ressens une énergie chez les gens où tu la ressens plus chez les Européens. C'est la réalité. Ouais. T'as une joie de vivre, une joie d'affronter la vie en général. Qu'en Europe, voilà, t'as les gens, la plupart des gens sont déprimés. Moi, sincèrement. C'est vrai. Quand j'ai vécu là 11 ans en Europe et après chaque année, tu ressens une différence. Okay. Et c'est un truc qu'en Afrique, tu ressens pas. Et que voilà, ça va permettre que les choses avancent, c'est sûr.
sûr. On rassure tout le monde, c'est pas toi qui conduis. Juste qu'on rassure tout le monde, voilà. J'ai besoin de te parler de ce non-transfert au Real Madrid de cet été parce que tu me parlais de l'ambition de toucher le plus haut niveau européen et dans le football. Le Real Madrid et le Bayern, on touche à ça. Dis-moi, toi dans ta tête, jusqu'où ça a été? Est-ce qu'on était à 2 doigts de signer ou est-ce que c'était juste une rumeur cette histoire du Real Madrid? Bon, en fait, l'histoire du Real Madrid, c'était une journée. C'était une journée sans plus, parce qu'il y a la blessure de Thibaut, et puis donc voilà. Donc j'ai cru comprendre que voilà, j'étais l'une des premières options que le coach avait, je crois, préféré. Ouais. Donc, mais voilà, quand c'était le matin, et puis voilà, juste le soir après. Donc, j'ai compris que il y a eu une discussion avec mon agent et tout, et le Real Madrid à cette époque-là, donc ils ont pas mal de matchs importants, et donc c'était aussi une des raisons. Et une autre raison, c'est que voilà, il y avait Courtois qui pouvait revenir juste après, donc il préférait chercher un gardien en prêt pour pas s'embarquer dans un autre contrat avec un autre joueur, quoi. Et c'est compréhensible, finalement. Ouais. Donc, il y avait l'option de Kepa, donc, qui est finalement est parti au Real Madrid. Mais bon, comme je t'ai dit, c'était un jour, c'était au début, ça s'est sorti, mais puis, voilà, juste après, c'était pas là. Real Madrid, j'imagine, voilà, ce que j'ai cru comprendre d'après mes infos, c'est que, en analysant un petit peu toute la situation, donc, ils ont décidé d'aller sur d'autres pistes. Comment tu l'as ressenti ça comment toi tu le vis que finalement un tel projet, finalement, c'est l'histoire d'une vie, c'est un transfert qui aurait pu être le transfert de ta vie, ça capote notamment parce que c'est pas que ça, et ça je le souligne, mais notamment à cause du fait que tu sois engagé à la CAN. Est-ce que c'est difficile à digérer ça ou pas? Non, au contraire, parce que moi finalement, la sélection m'a permis aussi de faire une place plus importante dans le monde des gardiens de but en général. Et donc pour moi, c'était pas, ça n'avait aucun sens, quoi. Ça n'avait aucun sens de rentrer dans une polémique, de rentrer dans ça fait pas partie de mon processus naturel. Ouais. C'est-à-dire que moi, mon chemin, il a toujours été, je dirais, un petit peu tracé. J'ai toujours cru au processus naturel. J'ai toujours cru que je devais arriver là où je devais arriver. J'ai toujours cru au destin. Et donc, un petit peu changer un peu ça, c'était pas quelque chose de, voilà. Ok. Donc que ce soit le Bayern Munich ou le Real Madrid, t'arrives à vite tourner la page. Quand tu vois que ça se fait pas, t'arrives à vite tourner la page et passer à autre chose. C'est pas quelque chose qui t'empêche de dormir le soir. C'est sûr que comme je t'ai dit, dans les grands clubs, il y a toujours des grands gardiens. Et moi, finalement, j'ai déjà fait ce chemin d'aller en tant que doublure et se battre pour jouer titulaire. Donc pour moi, c'était de l'histoire ancienne, faire de nouveau ce chemin-là, tu vois. Mmh. Ouais. Truc que j'avais déjà fait à Séville, donc aller le faire encore au Bayern, et donc j'ai pas regretté parce que ça allait de ça aussi en vrai. C'était pas voilà, on n'a pas de gardien, on va chercher un gardien directement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends totalement. Et puis prendre la place d'un Courtois ou d'un Neuer, faut être chaud. Non, mais faut être réaliste. On est en train de parler de l'un des 2 meilleurs gardiens de l'histoire du football. Et donc finalement pour moi c'est sûr que c'est quelque chose de bien, d'aller dans des clubs comme ça. Mais en fait c'était par circonstance, quoi. C'était voilà, parce que les gardiens étaient blessés. Ouais. Donc c'était voilà une année et puis aller voir qu'est-ce qui va se passer après. Donc mais bon, moi franchement si ça se présente et tout, je l'aurais fait, tu vois. Ouais. Parce que voilà, finalement, on me dit, j'ai lutté avant, donc voilà, je continue à faire ça comme d'hab. Mais bon, finalement, quand il y a l'offre d'Al Hilal qui est venue,
Sincèrement, quand tu arrives là, tu te dis quand même c'est un grand club. Tu te dis c'est incroyable la gestion qu'ils ont. On se rend pas compte, mais sincèrement, tu ressens une grandeur. C'est important de le dire. C'est important de le dire. Nous, on ne se rend pas compte ici, c'est important de le dire. Écoute, Yacine, merci pour ton temps. C'était top.